C'est pas la chevauchée fantastique, mais on s'en approche quand même un peu. Hein. Allez, on le chante? Ah, le petit vin blanc. Non, ce n'est pas un petit vin blanc, c'est un grand vin blanc et à consommer avec modération qui s'appelle le Saint-Véran. On le produit ici à Chasselas. Nous sommes aux portes de Mâcon. Et dans cette émission, bien sûr, on va parler de viticulture. On est dans un village où, évidemment, on vit avec cette très belle vigne. Mais on ira également rencontrer un céramiste extrêmement connu, réputé, qui compte parmi ses clients des chefs d'État, figurez-vous. On écoutera un peu de musique ensemble, bien sûr. Et puis on parlera de l'histoire du château de Chasselas et même de ses histoires. On va aller tout de suite rejoindre d'ailleurs Monsieur Bourgeois qui m'attend dans la cour du château. On y va, chauffeur? C'est à vous, Monsieur Bourgeois, que revient la lourde tâche que de parler de l'histoire de Chasselas. Depuis quand on a retrouvé traces humaines ici? On n'a pas retrouvé de traces humaines de l'époque solutréenne. Mais enfin, je pense que les gens de Solutré, qui remontaient de la Saône en poussant les chevaux devant eux, ont quand même été séduits, je pense, par ce vallon bien arrosé, avec de nombreuses sources, ouvert vers le sud. Ce serait étonnant qu'il n'y ait pas eu d'habitat à l'époque néolithique. Les premières traces qu'on a trouvées, ce sont des villas gallo-romaines. On en trouve une trace encore pas loin de l'église, dans une vigne dont le sol est recouvert de 20 ou 30 cm de débris de tuiles romanes. Ah oui. Et ce serait ce domaine, cette villa gallo-romaine qui aurait donné son nom à Chasselas, puisqu'elle appartenait à un nommé Cassilius, qui serait devenu Caquelacum, d'où Chasselas. D'accord. Alors en général, les gens qui viennent à Chasselas sont tout de suite pris par la beauté de ce château, là où on se trouve. Cette cour ne cache rien de la beauté du lieu. De quelle époque est-il, ce château? Alors, il y avait autrefois, au XIVe siècle, une maison forte. Je pense que ce grand toit pourrait être un des vestiges de cette maison forte. Mais la partie la plus ancienne, à l'heure actuelle, c'est celle-là qui est Renaissance. Le château lui-même, le corps de logis principal du fond, a été construit une vingtaine d'années avant la Révolution française, parce que sur un plan terrier qui date de 1750, qui est aux archives départementales, ce château n'existe pas et l'emplacement est marqué plateforme du château. Il a une histoire mouvementée, ce château. Est-ce qu'il y a des anecdotes, par exemple? Oui, il a changé très souvent de propriétaire. Il y a eu 7 propriétaires en 190 ans. Il changeait à peu près tous les 25 ans et quelquefois il était revendu avant d'avoir été payé. Oui. Et puis il y a eu, en 1789, le 29 juillet 1789, il a failli disparaître, car des révolutionnaires venus de Vergisson, de Davaillé et de l'Aisne ont commencé le pillage. Il y avait à côté du château un monsieur Fouchy qui habitait là. C'était un Mâconnais qui possédait le fief, un fief de Fouchy. Et ce monsieur Fouchy a eu peur pour sa maison. Lorsque les révolutionnaires ont commencé de jeter dans la cour de la paille enflammée. Oui, il s'est dit, je vais flamber avec, et ma maison avec. Il a pensé que sa maison allait brûler avec. Alors, il a eu une idée de génie. Il a appelé le chef des révolutionnaires, c'était un Montangeran de l'Aisne. Il l'a emmené dans sa cave et il l'a fait boire. Et quand Montangeran a été ivre-mort, la révolte s'est éteinte d'elle-même, ce qui fait que le château de Chasselas a été sauvé par son vin. C'est vraiment une belle revanche. Ah, c'est une belle revanche, oui. C'est une belle revanche. Merci, Monsieur Bourgeois. On va maintenant aller faire la connaissance du maire de la commune, Monsieur Masson, qui m'attend d'ailleurs pas très loin de la belle église de Chasselas. Avec Monsieur Bourgeois, on vient d'évoquer le passé de Chasselas. Avec vous, on va le conjuguer au présent. Le village est toujours vigneron. Tout à fait, à 100%. C'est la ressource essentielle du pays. Combien d'exploitants Alors, il y a à peu près une quinzaine d'exploitants. La commune fait 256 hectares, dont 118 en vigne. Vous voyez que ça représente la moitié du terrain. Combien d'habitants aujourd'hui à Chasselas?
171 en augmentation par rapport à l'ancien. Il y a une augmentation. Alors on vient ici se reposer, mais il y a aussi des jeunes. Il y a des gens en retraite, mais il y a aussi des jeunes. Oui, la moyenne d'âge est de 36 ans. Oui. Alors vous avez à peu près un tiers de vignerons, un tiers de gens qui travaillent à l'extérieur de la commune, et puis un tiers de retraités, parce qu'on vit bien ici. J'en ai bien l'impression. Le village est vraiment très agréable et très beau. On n'est pas très loin de Mâcon. La vocation touristique non, pas loin, s'affirme. on est à 12 km ici, à vol d'oiseau. Et notre vocation, c'est le tourisme. Il y a tellement de belles choses à voir ici que ce qu'on voudrait, c'est développer les chemins de randonnée. Notamment. Entre autres, oui. Alors à Chasselas, les gens viennent chercher le bon vin blanc. Ils viennent également voir le château. Oui, et puis ils cherchent la tranquillité et puis la quiétude, tout ça, c'est le propre du village. Il y a des rendez-vous annuels importants. Ah oui, il y en a deux. Alors il y a la fête du village qui est le dimanche avant le 15 août. C'était la grande fête dans le temps, c'est un petit peu tombé bien sûr. Et puis maintenant on a relancé depuis 4 ans la foire de la châtaigne qui a lieu début octobre. Alors là on mange des châtaignes et on boit du vin nouveau. C'est la fête. Chasselas c'est connu pour le raisin de table, mais on en trouve ici ou c'est pas possible? Pas de raisin de table, c'est du raisin pour le vin. Le raisin de table est parti dans le Midi, du côté de Moissac. Oui. Il a certainement lui donné son nom, mais pas de raisin de table. Donc voilà, ne nous déplaçons pas à Chasselas pour venir manger du raisin, c'est peine perdue. C'est le vin nouveau et puis le vin tout court. On aime bien venir s'installer à Chasselas chez vous. La preuve, vous avez chez vous un céramiste d'art extrêmement connu, réputé. Ah oui, monsieur Girel, très connu dans le monde entier. Tout à fait, oui, très bien. On va aller d'ailleurs le rencontrer dans cette route du Lapin. On vient faire un peu de sport. Vous avez évoqué à l'instant la randonnée, mais on vient même faire de l'escalade. Oui, alors que... avec monsieur Bonnevial qui a installé un mur d'escalade. Il est professeur d'escalade d'ailleurs. Et il entraîne des enfants non loin d'ici, à 4 km, à la Grange du Bois. Et nous aussi, on va aller faire sa connaissance dans cette route du Lapin. La musique également semble être dans un cadre idéal. Avec monsieur Lardy qui s'est installé chez vous, la preuve semble être faite. Oui, tout à fait. Monsieur Lardy est un retraité, était à Lyon et il donne encore des concerts très très bien. Il a réuni quelques amis à lui. Il a fondé le groupe des 4 et c'est d'ailleurs avec ses 3 amis qu'il va nous interpréter un des morceaux de leur répertoire.
voici de retour au château de Chasselas, dont on a évoqué l'histoire tout à l'heure avec Monsieur Bourgeois. Oui, mais ce n'est pas au propriétaire que vous êtes, Monsieur Rem, que je veux m'adresser, mais plutôt au président du cru Saint-Véran. Vous pouvez nous donner une définition de ce fameux Saint-Véran? Oui, alors le cru Saint-Véran a été créé en 1971 dans un certain nombre de villages de la région. Les viticulteurs s'étant groupés pour essayer de valoriser leur production qui était disparate, à l'instar de ce qui avait été fait pour le Pouilly-Fuissé 30 ans avant. Alors ils ont demandé après la guerre la création du cru et il a fallu près de 20 ans pour l'obtenir. Donc en 1971, les villages dont les viticulteurs font du Saint-Véran, étant Saint-Véran qui a donné son nom à l'appellation, ce joli village que vous avez vu tout à l'heure, oui. Laine, Chasselas et Channes de ce côté-là de la Roche, de l'autre côté de la Roche de Solutré, nous avons 2 gros villages qui sont Prissé et Davailly. Alors ces 6 villages, c'est sur les parcelles de ces 6 villages que sont faits le Saint-Véran, avec une production globale actuelle de 34 ou 35 000 hectos, avec des quantités variables. Prissé étant la plus grosse commune, fait à peu près 12 à 13 000 hectos. La plus petite commune, c'est Channes, qui fait 7 ou 800 hectos. Chasselas se trouvant à peu près à la moyenne, non, pas à la moyenne, mais enfin, à une moyenne basse autour de 3 000 hectos. Ça représente combien d'exploitants à peu près? Comment? Ça représente combien d'exploitants environ? Ça représente 150 à 200 exploitants. Donc, vous voyez, à Chasselas, par exemple, une quinzaine. Voilà. Alors, c'est un vin, je ne sais pas si vous le connaissez. Enfin, ça me fera un plaisir de vous le faire goûter tout à l'heure. C'est un vin très agréable, c'est un vin sec, mais rond, qui, quand il est jeune, développe des arômes de fruits, comme aiment le dire les énologues. En vieillissant, il était excellent aussi. Alors, il tend vers la noisette, les fruits grillés, et c'est un vin qui va particulièrement bien avec les poissons, avec les crustacés, avec les viandes blanches et avec les fromages. Ah, c'est plus rare, oui. Avec les fromages, mais pas les fromages faits genre camembert, avec les fromages de chèvre. Bien. Alors, c'est un vin également il faut vous le dire aussi, qui se conserve bien. Il n'a pas la durée des grands Bordeaux, mais au 20e anniversaire du Saint-Véran que nous avons fait en 91, nous avons pu déguster presque tous les crus, et donc presque toutes les années, et en particulier l'année 71, on a retrouvé les vins de l'année 71, donc des vins qui avaient 20 ans. Ah oui. Voilà, C'est exceptionnel. Qui n'étaient pas conséquents, très, très acceptable. Ce qu'il y a, c'est qu'il y en avait bu beaucoup, parce que tout le monde avait bu, surtout au début, au début du cru Saint-Véran, il n'y avait pas 34 000 hectos, il n'y en avait qu'une quinzaine de milliers d'hectos, par conséquent, il n'y en avait pas resté beaucoup. Alors ça n'existe pas, le Chasselas village, ça n'existe pas. Non, le Chasselas est un cépage qui donne en ce moment en France des raisins de table, qui sont surtout dans le sud-ouest, à Moissac. Ici, le cépage par excellence, le cépage nord par excellence que vous voyez ici, c'est le chardonnay, qui donne les grands vins blancs de Bourgogne, le Chasselas de Montrachet et autres, qui donne donc tous les vins blancs de cette région, Pouilly-Fuissé, Saint-Véran, Pouilly-Vazel, Pouilly-Rocher, et également il y en a dans le Champagne. Le Champagne a beaucoup de chardonnay, et il y en a également, la France a exporté ce chardonnay en Australie, et on fait maintenant de bons chardonnays. Paraît-il, mais on va montrer qu'on est bien meilleur. Voilà. Merci Monsieur Rem. Vous parlez avec beaucoup de poésie du vin, à consommer avec modération, j'ai failli l'oublier, on s'est tapé sur les doigts. Le vin évidemment se reconnaît en le goûtant, mais on a parfois une petite idée avec ce que se trouve sur l'étiquette des bouteilles, et c'est ici qu'on les conçoit, à Chasselas même. Découvrons-le ensemble. Installée à Chasselas en 1995, mais créée en 1988, l'entreprise Combier-Koenig est sans conteste la société la plus avant-gardiste du village. Même si c'est à la main que le travail commence, c'est sur ordinateur que se finalisent les idées projetées sur papier. 5 personnes conçoivent ici de nouveaux produits pour les vins et spiritueux, depuis la forme de la bouteille jusqu'à l'étiquette, en passant par son carton d'emballage. De Suisse et du Chili, on fait appel à François Combier et son équipe qui ont donné à la route du lapin un look et un usage tout différents. Le lapin prend de la hauteur et du muscle aussi avec François. Tu es moniteur d'escalade. Voilà. C'est la roche de Solutré qui t'a attiré ici, non? Disons que la situation est assez propice, puisqu'on a une roche juste à côté de la ville de Mâcon.
un centre de loisirs et de bonnes conditions pour travailler. Alors ici, on est au centre aéré de la Grange du Bois. Tu viens encadrer des jeunes, des enfants même en période scolaire, enfin hors scolaire et en vacances. Bah ici justement c'est essentiellement les périodes scolaires. Oui. Je travaille sur des classes vertes avec les Francas qui gèrent ce centre de loisirs. Ouais. Et puis sinon, la compétition, non? Alors la compétition j'en fais un petit peu. Malheureusement j'ai pas suffisamment de temps pour m'entraîner comme je voudrais. C'est toujours un petit peu le cas, surtout qu'en plus de tout ça, tu as fondé Ticodrome Escalade, une aventure supplémentaire. Voilà. Donc Ticodrome, c'est une société que j'ai créée pour commercialiser les stages et des prises d'escalade. Donc c'est des prises qu'on construit essentiellement pour les pans. C'est des murs personnels pour les grimpeurs qui souhaitent s'entraîner. Tout seul ou avec Alors quelqu'un? j'ai créé la société tout seul. J'ai embauché un ami Qui touche, travaille avec moi. On peut dire qu'il touche en escalade parce que c'est un bon, non? Voilà, ouais, c'est un bon. Il est 20e au classement national et il a gagné l'interrégion 97. Elles sont superbes ces prises, elles ont des couleurs magnifiques, elles sont pas peintes à la main quand même. Non, elles sont pas peintes à la main, c'est fondu dans la matière. C'est-à-dire qu'on prend des produits de couleurs différentes, qu'on mélange. En fait, elles sont mal mélangées, quoi. Bah, c'est bien, un effet comme ça, c'est bien. Si tous les ratages de la vie pouvaient ressembler à un aussi beau résultat, ça donne envie de toucher. On pourrait essayer? Ouais, on va essayer Voir ce que ça donne. pour incliner. Bien, il y a combien là? Environ 5 mètres, donc je t'encorde sur la moulinette. Oui. Voilà, je t'assure et tu peux y aller. Maintenant là, je peux y aller? C'est parti. Allez. Il y a des trous pour les orteils? Non. Il faut Un connaître petit peu. les prises pour les mains. Il faut essayer de ne pas faire de trop grands pas avec les pieds. Voilà, surtout sur un plan incliné. Et puis comme alors, ça. si j'ai le bon niveau, je pourrais demander à figurer dans le prochain James Bond aussi. Éventuellement. Ou Cliffhanger, non? C'était mieux, je crois. Mais là-haut, ça glisse un peu, hein? Voilà, fais pas de trop grands pas. Voilà! Tu peux me rejoindre? Pas de problème, j'arrive. On va faire King Kong, mais ce serait pas mal, hein? Tu fais une promenade de santé, là, c'est ça? Ça va, ouais. Bon, voilà comment on prend de l'altitude, quoi. J'enlève ça, j'essaie de mettre ça comme ça. Alors, est-ce que sinon, on peut venir faire des stages auprès de toi? Ou est-ce qu'on peut être débutant ou est-ce qu'il vaut mieux être confirmé si on t'appelle, par exemple? Alors, je m'adresse un peu à tous les publics, c'est vrai, des débutants confirmés. Donc effectivement, si on m'appelle, je peux proposer des activités à l'année, des entraînements sur le mur de Mâcon, sur les roches de Solutré-Vergisson. Et puis aussi des stages l'été, quoi. Bien, bah merci François. Tu connais peut-être, malgré tout, malgré le sport, ça te laisse un petit peu le temps pour voir de très belles choses comme les arts plastiques. Là, on va aller rendre visite à un céramiste extrêmement réputé. Il s'appelle Alain Girel et ses créations ont servi de cadeau aux chefs d'État du monde entier. Il y avait parmi ses clients un certain François Mitterrand. Rencontre avec un personnage haut en couleur dans un lieu qui n'est pas moins. C'est une véritable invitation au voyage que vous nous offrez là, Monsieur Girel. Oui, un voyage dans une chaise de jardin, si vous voulez. Et puis moi, dans l'atelier, un réel voyage. C'est-à-dire que tous les jours, quand je rentre dans l'atelier, je ne sais pas où je vais aller d'ailleurs. J'ai une idée de voyage d'un seul coup, alors je pars avec les doigts en Toscane, avec la tête à Venise, et puis récemment, par exemple, longuement à Delft, sur les traces de Vermeer, par exemple. Ce sont des voyages que vous avez faits ou vous avez projeté de faire? C'est des voyages que j'ai faits, c'est des voyages que je n'ai jamais faits. Par exemple, j'ai travaillé sur Pompéi, sur l'ambiance et l'esprit Pompéi pendant presque 15 ans, en me refusant totalement d'aller à Pompéi, parce que j'avais peur que les choses soient complètement déflorées en arrivant et que Pompéi s'écroule une deuxième fois. Et je pense avoir vraiment fouillé Pompéi en long et en large, et je me suis autorisé à y aller l'an dernier. Vous êtes céramiste d'art, Alain Girel, mais bon, lorsqu'on pense à céramiste ou céramique, on évoque surtout la décoration. Vous vous attaquez aussi à l'ameublement, ça ne vous choque pas, j'espère, ce terme?
Absolument pas. Mais aucun terme ne me choque de toute façon. Même si c'est un terme trivial ou vulgaire, je me défendrai à ce moment-là. Aucun terme ne me choque. Et au contraire, j'aime bien la pluralité, la polyvalence. En France, en général, on a toujours un peu tendance à être mis dans des boîtes. Oui. Il y a la boîte du potier, il y a la boîte du céramiste, il y a la boîte du sculpteur, il y a la boîte du cinéaste. Moi, ça ne me dérange pas d'écrire, ça ne me dérange pas de faire la sculpture. J'ai beaucoup de plaisir à faire de la décoration d'ameublement. Je peux faire un rond-point, je viens de terminer la décoration d'une église. Vous travaillez à la commande ou est-ce que ce sont vos propositions que vous donnez là? Est-ce que les gens arrivent, tombent amoureux d'une pièce et se disent j'ai envie d'emmener ce venir là chez moi? Il y a plusieurs façons d'approcher le travail. Le premier travail que je fais, c'est celui que je fais en rentrant dans mon atelier le matin, comme je vous disais tout à l'heure, où je fabrique des pièces. Je fabrique des pièces qui sont mes pièces, mes rêves, mes voyages. Je les propose ensuite dans mon exposition, les gens en disposent. La deuxième façon d'approcher, c'est des commandes qui sont faites sur des collections que je présente dans un grand salon professionnel de la décoration à Paris qui s'appelle le salon Scène d'intérieur. La troisième façon d'approcher, c'est des commandes plus institutionnelles ou plus officielles, comme je vous le disais il y a quelques instants, un rond-point, une église, la décoration d'un caveau dans la région par exemple. Et puis la façon peut-être institutionnelle plus, c'est par exemple des cadeaux de la présidence, comme j'en ai fait pendant de nombreuses années. Quelle est la destination la plus lointaine pour l'une de vos œuvres? J'ai travaillé d'une façon très intense pendant de nombreuses années avec les USA. Actuellement, les choses sont en train de se transporter dans un lieu un peu différent, un peu plus de contact avec Hong Kong, beaucoup plus de contact avec le golfe Persique, chose que je n'avais jamais vue. Pourtant, les ors, tout ça, pouvait laisser imaginer une approche un peu plus hâtive de ces personnes. Ça vient, en ce moment, ça se passe. Et puis, toute l'Europe du Nord. Vous-même, vous êtes autodidacte, mais est-ce qu'aujourd'hui, vous avez envie de transmettre ce que vous savez? Oui, bon, je suis autodidacte, évidemment. Le transmettre, bien évidemment, mais il y a des moments où les temps sont courts, où les espaces de travail sont restreints. J'ai enseigné aux Beaux-Arts pendant quelques années. J'ai essayé de transmettre, pas forcément une science, mais surtout un enthousiasme et une envie de faire, un désir, une volonté de créer. Pourquoi pas demain? Parce qu'aujourd'hui, je ne le fais plus, ça me manque un petit peu. Mais pas à l'atelier, ça me paraît difficile à l'atelier parce que je n'ai pas de choses personnelles vraiment à transmettre, comme le sabotier transmettait son coup de main, comme le ferronnier transmettait sa façon de forger. Moi, ce serait plutôt dans une espèce de réflexion sur une approche d'un métier, sur l'approche d'une existence. Merci infiniment Alain Girel. Cette route du lapin est terminée. On va se quitter en musique avec le groupe des Quatre, fondé par Robert Lardy, qui est corps d'harmonie. Il est avec Michel Bouchacourt à la clarinette, Marcel Delorme à la basse, Jean-Claude Ducroux à la flûte. On les remercie d'ailleurs de se joindre à cette émission. À la prochaine, au revoir.